Bonjour, juste pour vous souhaiter la bienvenue à cette nouvelle édition d'AdForecast organisée par les équipes de CB. On est content de vous voir, comme on vous voit depuis le début du mois de septembre, dans les différents événements que nous organisons. On a tenu à organiser cette édition un peu particulière, on le concède, compte tenu des circonstances, mais avec un fort soutien digital pour qu'effectivement le plus grand nombre puisse profiter en fait des réflexions, des analyses et des prévisions du marché publicitaire sur l'année 2021 et voire même 2022. Merci en tout cas d'être là. Passons tout de suite au vif du sujet. Merci. Merci Franck. Oui, bonjour à toutes et à tous, et merci d'être venus à cette édition, cette 4e édition déjà d'AdForecast. Alors, pour une fois, on est en après-midi, et cet après-midi se déroulera en 3 parties. Tout d'abord, les analyses de 2 grands experts d'analyse du marché et prévisionnistes. Nous, on aura pour le marché français Xavier Guillon pour France Pub, et pour le marché mondial et américain, quasiment en direct de New York, Vincent Létang de Magna. Puis nous verrons comment les médias et les régies publicitaires réagissent avec agilité face à cette crise inédite, avec les patrons de TF1 Pub et de Exterion Média France. Et enfin, nous parlerons de la reprise du marché publicitaire français avec 4 dirigeants d'agences médias leaders. Mais tout de suite, je passe la parole à Xavier Guillon, directeur général de France Pub. On attend vivement tes analyses, Xavier, comme chaque année. Merci Emmanuel. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, très heureux de vous retrouver après toutes ces périodes de confinement. Donc, ça fait plaisir de pouvoir repartager quelques chiffres entre nous. Donc, je suis ravi au nom de France Pub de pouvoir ouvrir ces débats avec quelques chiffres et analyses, et surtout au nom de Bump, parce que vous savez qu'on travaille dans le cadre d'un partenariat avec l'IREP, l'Institut de recherche et d'études publicitaires, et Kantar, qui est dans la salle, je crois, quelque part ici. Donc, on va vous présenter les chiffres que nous produisons en commun, donc avec ces 3 organismes, sous le label Bump, un baromètre unifié du marché publicitaire. Donc, alors, pour aller regarder, on va parler un peu de prospective, bien évidemment. On va peut-être juste rappeler en quelques chiffres les résultats du premier semestre, les tendances, et regarder, compte tenu de ces nouveaux enseignements de cette crise, quelles sont les capacités et les échéances de rebond. Bien évidemment, on va se tourner vers le futur par rapport à ça. Mais il faut bien comprendre cette crise qui est complètement particulière. Alors, on a un problème, nous, pour la mesurer, c'est qu'on n'a aucune valeur dans les valeurs qu'on a enregistrées. On ne peut pas se raccrocher à rien sur le passé parce qu'on n'a jamais connu ça. Donc, on va tirer le maximum des enseignements du premier semestre et du troisième trimestre, pour essayer de tenter de dresser quelques perspectives. Alors, petit rappel du S1 pour bien comprendre comment ça s'est passé. Voilà. Alors, bien évidemment, vous l'avez vu, le marché, avec un moins 12 de PIB, le marché les acteurs de la communication ont énormément souffert, moins 28%, avec déjà un marché très contrasté. C'est ce qui va être un peu l'enseignement de ce premier semestre, c'est que les résultats sont très très contrastés entre les médias et les secteurs d'activité économique, ce qui est tout à fait atypique dans ce type de crise. Donc on le voit déjà sur ce premier groupement, moins 10 digital, 5 médias historiques, moins 30 et autres médias, moins 35, donc des écarts très forts par rapport à cette baisse moyenne. Alors, des écarts encore plus contrastés, bien évidemment, quand on les regarde sur chacun des segments. Donc, on a mis le moins 28,3 de baisse du premier semestre. On l'a mis en indice 100, comme vous le voyez. Donc, moins 28,3 égale indice 100. Regardez, les écarts entre les vecteurs de communication vont du simple au double. Voilà, 60 pour le cinéma sur cet indice, 126 médias numériques. Donc c'est absolument, on n'a jamais vu ça dans une crise, de tels écarts entre les médias. Et on va retrouver donc dans cet indice défavorable, le cinéma, 60, 79, donc avec un moins 57, vous le voyez ici apparaître, des médias qui ont énormément souffert. Alors ce qui est intéressant de noter dans ces écarts, c'est qu'en termes de crise habituellement, quand on avait une forte récession, c'était les médias qui étaient sous un bon trend se supportaient mieux cette crise. Voilà. Et les médias qui étaient en situation de faiblesse avaient tendance à accentuer cette crise. Mais là, ce n'est pas du tout le cas.
Un contre-exemple, la publicité extérieure qui était sur un très bon trend, c'est dans l'indice le plus défavorable. Hein. Pareil pour le cinéma, l'événementiel qui était sur une très bonne tendance également, en croissance positive, qui surperformait le marché sur les dernières années, se retrouve dans le bas du tableau. Donc bien évidemment, la raison principale de cette crise, en fait, elle est très conjoncturelle. Hein. On ne peut pas la raccrocher à une tendance d'évolution des médias. Elle est extrêmement liée, en fait, tout simplement aux contraintes sanitaires portées sur chacun des médias. Voilà, c'est l'explication extrêmement simple et basique de ces résultats extrêmement contrastés que l'on peut voir ici. Alors, quand même, un petit intéressant, c'est que dans ces résultats semestriels, les médias qui ont pu être très réactifs, de pouvoir réactiver très rapidement leur offre, notamment leur offre de proximité, ont mieux profité du rebond. Je pense notamment à la radio et la presse quotidienne régionale, qui ont, sur la période de redémarrage, particulièrement performé. Alors, pour bien comprendre, voilà, pour mesurer l'ampleur de cette baisse, c'est intéressant. Donc on a fait un calcul, un chiffre important, 820 millions, c'est la valeur moyenne d'investissement net plurimédia. Voilà, donc on a en donné corrigé des variations saisonnières, hein, donc on ramène chaque mois d'action de communication à un poids moyen pour regarder les évolutions, non pas par rapport au mois de l'année d'avant, mais par rapport au mois précédent. Hein. Ça nous permet de bien saisir très rapidement les évolutions. On voit que sur la période de 2 ans qui précède, on est très très stable, on tourne autour d'une valeur de 820 millions net. Donc là, on est sur les 5 médias historiques plus le digital. Valeur très stable, petit marché qui tournait gentiment sur la dernière période. Il y a juste les baisses de décembre que vous connaissez tous, 2017, 2018, 2019, liées aux mouvements sociaux. Et la remontée, c'est les seuls phénomènes marquants, et les remontées de janvier, la période de rattrapage. Donc là, on voit bien, quand on regarde ce graphique, la chute abyssale, puisque par rapport, donc l'année avait très bien démarré, hein, 941 millions en plurimédia, 893 janvier-février. Donc nettement au-dessus de la valeur moyenne de 820 millions. Et regardez la chute, on tombe de plus de la moitié à 394 millions. On voit le redémarrage rapide derrière, mais sur le dernier mois de juin, on est à 660 millions, donc encore qu'à 80% d'un mois moyen sur la période. Il faut bien avoir ça en tête. Voilà. Donc on a abordé la reprise, et après on va se rapprocher de cette valeur moyenne très importante, 820 millions net, mais doucement. Ça va être tout l'enjeu de ce rattrapage. Voilà. Alors cet écart abyssal qu'on a vu entre les médias, tout simplement pour des raisons techniques, hein, de mise à disposition de l'offre, eh bien c'est parfaitement vrai également pour les secteurs d'activité, puisqu'on va retrouver, vous avez compris l'exercice, hein, on remet, donc là on est à moins 24 parce que sur ce périmètre, on a les 5 médias historiques et le digital. Hein. Donc on est sur une baisse de moins 24 sur la période. Donc on le met en indice 100, regardez, pareil, des écarts qui vont plus du simple au double entre les secteurs. Ça ne s'est jamais vu sur une crise du marché de la communication. Alors on va retrouver, alors ce qui est important, là encore, même analyse, ce n'est pas les secteurs qui se portaient le mieux, qui ont le mieux absorbé, contre-exemple, tout simplement la distribution généraliste, qui après avoir fait une bonne décennie était plutôt en recul sur les 2-3 dernières années. Et en fait, c'est le seul secteur à être positif, très important, hein, le secteur de taille très importante, à être positif, hein, une croissance à 2,7 sur la période avec un indice 136 sur cet indicateur. Voilà, et vous retrouvez à l'opposé des secteurs qui portaient bien, hygiène, beauté, tourisme, voilà, avec indice 80-81. Voilà, donc on voit bien que c'est purement l'effet de disponibilité qu'on va retrouver. Voilà, la distribution spécialisée, elle, pareil, secteur de la distribution, mais fermeture, baisse de communication, donc ne suit pas du tout la même tendance que la distribution généraliste. Les secteurs des services qui avaient retrouvé de la croissance sur les 2-3 dernières années, fortes, eux, pareil, ont des résultats très contrastés, avec par contre le secteur banque-assurance qui se maintient, regardez, indice 120, il est au-dessus, même avec un moins 9,6, il résiste mieux que les autres services, et évidemment, voyage-tourisme, indice 80 à près de moins 39%. Voilà. Alors quand on regarde ces tendances par secteur, c'est un peu ce qu'on vient de voir. Hein. Ici, vous avez l'automobile, banque, assurance, voyage, tourisme. Hein. On voit bien, regardez, les secteurs étaient dans la tendance marché. Donc en rouge, vous avez la tendance marché, hein, évolution tendance marché, vous voyez des secteurs. Et regardez, on voit bien les chutes abyssales ici qu'on retrouve. Il n'y a que le secteur banque-assurance qu'on vient de voir, que les activités ont continué à tourner, les offres à se faire. Je ne vais pas dire qu'il enjambe la crise, mais pratiquement, en fait. Hein, il subit beaucoup moins la crise. Et le rebond, regardez, le redémarrage est pratiquement... Voilà. Si on reprend le secteur l'automobile, alors la chute est abyssale, fermeture totale des activités sur la période, mais le rebond est beaucoup plus fort, on le voit,
On n'a pas encore rattrapé la tendance, mais c'est beaucoup plus marqué. Et à l'inverse, voyage tourisme, pour les mêmes raisons, les offres ne sont pas encore, bien sûr, ne retournent pas à plein. Et le rebond, on le voit bien, aujourd'hui, on est très en retrait encore sur les investissements, tout simplement liés aux contraintes sanitaires. Alors si on regarde, pareil, 3 secteurs qui ont beaucoup souffert, qui se portaient bien, là je parle des fabricants, alimentation, boisson, habillement, accessoires, hygiène, beauté, voilà, on est 3 secteurs qui sont en dessous du secteur, qui étaient bien, qui tournaient en fonction des saisonnalités un peu autour des valeurs moyennes. Et là, on est 3 secteurs qui sont largement en dessous de la moyenne marché. Et ce qu'on évoquait sur la distribution généraliste, on le voit bien ici, c'est assez spectaculaire. Comparé à la distribution spécialisée, la tendance n'est pas du tout la même. Baisse, certes, sur une période courte de la distribution généraliste, et on a déjà retrouvé les niveaux de montant d'investissement de communication d'avant. Alors, dans ce cadre-là, les prévisions, donc pour 2020 que vous avez vu, donc pour bien, on va reprendre notre petit tableau avec 820 millions d'euros d'investissement net mois par mois. On a vu la chute là, abyssale de mars et la remontée d'avril. On s'était arrêté donc au bout de la courbe violette. Alors voilà quel est le trend. On va passer dans la partie prospective. Voilà à quoi ça ressemble. Donc après ce qu'on appelle une reprise techniquement dans notre jargon en aile d'oiseau. Donc une chute abyssale, une remontée et après une remontée lente pour recouvrer petit à petit les niveaux, ce fameux niveau de 820 millions d'euros d'investissement net plurimmédiat sur les secteurs. Voilà, c'est une croissance lente. Il y aura quelques à-coups. Certains mois, on va retoucher cette valeur et on va rester pendant une période donnée à flirter et essayer de retrouver ce niveau d'investissement. Donc les prévisions pour la fin d'année, vous voyez, donc moins 20 par rapport à un PIB attendu entre moins 9 moins 10. Donc vous avez vu, on a rattrapé une partie du retard avec le phénomène de rebond par rapport au premier semestre, mais évidemment on en est loin. Et évidemment, des écarts encore très significatifs entre nos différents segments. Alors même le moins 5, le digital, attendu fin d'année, s'en sort mieux, mais par rapport à la croissance attendue, ça fait un gros décalage, parce qu'on était, si on le compare, non pas à N-1, mais à la croissance attendue, il y a évidemment un gros écart par rapport à la croissance attendue. Voilà. Alors, on a fait l'exercice de poursuivre également par segment ce graphe maintenant avec lequel vous êtes habitués. Donc là, par contre, là, on va comparer par rapport au mois de l'année d'avant sur ce secteur. Et là, on voit que paradoxalement, la presse a plutôt très bien résisté, puisque on l'avait vu dans l'indice tout à l'heure, alors que sur les années précédentes, ça sous-performait la performance globale du marché. En fait, la baisse relative est beaucoup plus faible pour la presse, notamment pour la presse quotidienne régionale et la presse quotidienne nationale, avec des niveaux de remontée assez forts, et on est déjà en train de reflirter, dans certains cas, on se rapproche des volumes d'avant-crise. Télévision et digital, donc le digital qui était au-dessus avant, qui là pratiquement enjambe la crise, petite baisse, et redémarrage pour repartir au-dessus du niveau du marché. Ce qui est intéressant de voir que la télévision suit pratiquement la tendance globale marché sur cette période et dans les perspectives de redémarrage. Radio-affichage, donc là des shows et cinéma, des cas très très contrastés. On voit pareil, donc on était accroché autour de valeurs marché, même au-dessus pour l'affichage, on l'a vu tout à l'heure. Le plongeon, on peut appeler ça comme ça pour la publicité extérieure et le cinéma tout simplement parce qu'il n'y avait plus d'offres, mais deux courbes de redémarrage totalement différentes, puisque déjà la reprise de part de marché sur l'affichage, regardez la remontée, c'est la courbe verte, est beaucoup plus spectaculaire. Voilà. Et on va osciller avec des hauts et des bas, mais on se rapproche de la tendance marché sur ce média-là, alors que sur l'affichage, c'est bien sûr pas encore le cas, tout simplement parce que l'ensemble des offres et des fréquentations ne sont pas encore au rendez-vous. Voilà, donc tout ça, ça nous projette un marché à moins 20, donc ça nous ramène 20 ans en arrière, en 99, en termes de volume d'investissement publicitaire, donc avec moins 7 milliards sur l'année 2020. Alors tout l'enjeu, quand on a des baisses aussi importantes, bien évidemment, jamais vues, l'idée, c'est pas simplement d'anticiper la progression pour l'année prochaine. La vraie question, c'est, comme on vient de le voir dans cette rapide présentation, c'est à quel moment, globalement, et média par média, on va retrouver les valeurs d'avant-crise. Voilà. C'est le vrai sujet pour après repartir sur une analyse de la progression. L'idée, c'est d'abord de retrouver les volumes d'avant-crise.
Pardon, je voulais remonter avant. Voilà. Alors, si on fait cet exercice, on l'a vu avec les courbes qu'on vient de dessiner, quand on projette, alors évidemment, là, ce n'est pas des prévisions qu'on va faire, on les fera ensemble dans le cadre de Bump avec nos amis de l'IREP et de Kantar. Mais si on tire les enseignements de la réaction des secteurs annonceurs et des médias sur cette crise, comment on analyse la sortie de crise et l'évolution mois par mois, ce qu'on peut dire à date, et compte tenu des indicateurs économiques, c'est que globalement, sur 2021, on peut attendre, si on projette les comportements actuels, donc on peut attendre un plus 17 à peu près, entre plus 17 et plus 20. Même si on fait plus 20, on a eu cette discussion, il faut bien voir que plus 20 2021, ça ne nous remet pas au volume d'avant. Moins 20, plus 20, arithmétiquement, on reste encore nettement en deçà de ces volumes. Et ce sera probablement à peine plus 20. Alors plus 17, c'est beaucoup plus agréable à gérer, bien évidemment. Mais il faut voir que si on regarde par grande catégorie de médias, environ ce qu'on peut dire à date, c'est qu'en fin 2021, au niveau du numérique, on aura retrouvé les volumes de valeur régulièrement, les volumes d'investissement d'avant-crise. Sur l'ensemble des 5 médias historiques, ce sera courant 2022, à peu près. Et sur certains segments du hors-média, ce sera plutôt 2022-2023. En fait, tout simplement, étalé, c'est un redémarrage en ordre dispersé, tout simplement par rapport à la capacité de réouvrir les marchés intégralement sur chacun de ces secteurs d'activité. Donc ça, ce ne sont pas des prévisions, c'est des valeurs de cadrage. Donc nous vous fournirons, dès que nous aurons recueilli, donc d'ici là, ce que nous sommes en train de faire sur le dernier trimestre, on est en train de regarder tous les comportements et attitudes des consommateurs, comment ils digèrent cette crise, comment ils prévoient, et on sera à même, d'ici un mois ou deux, à vous faire des prévisions à ce moment-là pour 2021 et 2022 dans ce contexte-là. Voilà. Merci. Merci Xavier. Effectivement, moins 20%, plus 20%, ça ne fait pas 0%. Et oui, ça fait, si j'ai bien compté, ça fait moins 4%. À condition de refaire plus 20%. On va ouvrir une fenêtre internationale avec notre ami Vincent Létang, qui est avec nous chaque année, mais cette fois-ci, il est à New York. Vincent Létang, j'ai appelé son intervention marché mondial un trou de 14 points en 2020, un rebond inégal en 2021, parce qu'effectivement, il y a un an, ici, à Adforecast, on voyait les prévisions des agences médias qui tournaient autour de plus 5%. Et aujourd'hui, vous verrez dans le magazine CB News du mois d'octobre tout le détail des chiffres, mais en moyenne, les agences prévoient plus 9. Donc moins 9, pardon. Donc moins 9% au lieu de plus 5, ça fait bien un trou de 14 points. Et un rebond inégal en 2021. On va tout de suite en parler avec Vincent Létang, qu'on a interviewé il y a quelques jours. Vincent, nous sommes ravis, comme chaque année, de te retrouver à Adforecast pour les prévisions du marché publicitaire dans le monde et aux États-Unis. Alors, quelle est la prévision Magna pour le monde en 2020 et quelles sont les grandes tendances par zone géographique, par type de médias et par secteur? Le scénario de Magna pour 2020, c'est une décroissance de 7% des dépenses publicitaires globales, mais avec des variations considérables autour de cette moyenne. Variations géographiques tout d'abord, on anticipe les pays d'Europe de l'Ouest plus touchés par cette crise. Le PIB en Europe de l'Ouest, comme vous le savez, va sans doute se contracter de 8 à 12-13% selon les pays. Et pour nous, ça va entraîner une baisse des dépenses publicitaires de plus de 10% et peut-être jusqu'à 20% dans des pays comme l'Espagne, par exemple. Alors que dans d'autres pays, les États-Unis ou la Chine, on pense que la baisse du marché publicitaire sera limitée à une baisse à un chiffre, 5 ou 6%. Deuxième source de variation, la performance par type de médias. Autour de la baisse de 7%, les médias linéaires, télé, presse, radio, publicité extérieure, vont voir leurs recettes baisser de 16% en moyenne. Et dans le cas de l'Europe, ça sera plus proche de 20-25%. Tandis que les médias numériques
comme nous l'avions prévu déjà en juin, semble-t-il, vont être stables ou sans doute mieux que stables. En moyenne, plus 3% pour l'ensemble de l'année. Et pour les réseaux sociaux et pour la vidéo numérique, ça sera sans doute une croissance à un chiffre, mais proche de 10%. Donc un ralentissement par rapport aux années précédentes qui était autour de 20-25% pour ces formats, mais tout de même une croissance. Enfin, une variation par secteur annonceur, avec les secteurs de l'automobile, du tourisme, de la restauration, qui voient partout leurs investissements baisser de 30 à jusqu'à 50% sur l'année entière, tandis que les produits de grande consommation, la technologie, l'ameublement, en fait tous les produits et services autour de la maison, eux seront stables et pour certains types de produits peut-être même en croissance. Voilà donc le panorama de nos prévisions pour les dépenses publicitaires cette année. Merci Vincent. Et comment réagit le marché américain que tu connais bien ? J'imagine que la situation est particulière du fait de l'importance des élections. Aux États-Unis, où je me trouve, Magna anticipe une décroissance des investissements publicitaires de l'ordre de 4,5% en 2020. Alors, c'est beaucoup moins qu'en Europe. Pourquoi ? 3 types de raisons. La première, c'est que nous sommes en année électorale, évidemment, et on anticipe un fundraising, des budgets politiques records cette année, malgré la conjoncture économique, malgré le Covid, sans doute en raison de donations records des milliardaires américains, puisque ici, vous le savez, les donations des particuliers ou des entreprises ne sont pas plafonnées. Et donc les stratégistes politiques ont réuni des sommes records qu'ils vont pouvoir concentrer autour des campagnes publicitaires, puisque là encore il n'y a pas de limite aux dépenses publicitaires, que la télé est ouverte et que on est dans une situation où un nombre record d'élections vont être très serrées, en particulier les élections au Sénat et les élections à la Chambre, ce qui va obliger les stratégistes à investir dans un plus grand nombre d'États que d'habitude. Donc tous les éléments se conjuguent pour nous amener à prévoir environ 5 milliards de dollars de dépenses publicitaires qui vont bénéficier principalement à la télé locale, environ 3,3 milliards de dollars pour les stations locales, mais aussi environ 1 milliard de dollars pour les médias numériques, ce qui va représenter plus du double de ce qu'on avait vu en 2016 pour les médias numériques. Un autre type de raison qui explique la relative stabilité du marché américain, c'est le poids des médias numériques. Donc autour de cette baisse de 4,5%, on pense que les médias linéaires vont baisser d'environ 15%, à peu près comme en Europe. Par contre, les médias numériques vont croître de 4 ou 5%. Et comme ils représentent une part de marché supérieure à celle qu'on a en moyenne en Europe, près de 60% de la dépense totale aux États-Unis contre environ 50-55% en Europe, ça va mécaniquement contribuer à la résilience du marché total. Les revenus qui ont été publiés par Google, Facebook et Amazon pour le second trimestre, donc pendant le confinement, ont été meilleurs que prévu et nous amènent à penser avec confiance que sur l'ensemble de l'année, on va voir donc la dépense publicitaire numérique autour de plus 4, plus 5 et peut-être plus proche de plus 10 pour ce qui est des médias sociaux et de la vidéo numérique. Revenons maintenant au marché mondial. Que prévoyez-vous pour 2021 ? Quelles sont les zones d'incertitude et quelles sont les hypothèses que vous faites ? Et à plus long terme, quelles sont les conséquences de la crise sur le marché publicitaire ? Pour 2021, nous anticipons une reprise des investissements publicitaires dans tous les pays, avec une moyenne mondiale de plus 6%. Donc, au niveau mondial et dans la plupart des pays, on ne va pas revenir immédiatement au niveau de dépenses publicitaires de 2019. Selon les pays, ça va prendre 1 ou 2 ou 3 ans de plus.
Et pour ce qui est des médias linéaires, ça va prendre encore plus longtemps et certains pays sans doute ne reviendront jamais au niveau de dépenses sur les médias traditionnels qu'on avait avant le Covid. Alors, les incertitudes par rapport à ce scénario, elles sont multiples. Nous nous basons sur la prévision macroéconomique du FMI, qui était au mois de juillet une croissance du PIB de plus de 5% en 2021. Alors avec des variations, mais une croissance partout. Et ce scénario lui-même dépend de la prise en charge du Covid et sous-entend que le Covid est sous contrôle dans la plupart des pays. Le vaccin arrivera en 2021, on n'est pas sûr à quel moment et on n'est pas sûr à quel moment il sera généralisé. Donc il y aura probablement sans doute dans la première partie de l'année toujours certaines restrictions sur la vie économique, mais notre scénario fait l'hypothèse que par exemple les événements majeurs, les événements sportifs, les Jeux Olympiques de Tokyo et l'Euro de foot auront lieu comme prévu et que la plupart des secteurs économiques reprendra. Alors peut-être pas au niveau de 2019, mais à un niveau qui devrait facilement être au-delà du niveau de 2020. Donc c'est le scénario dans lequel on se place actuellement. Donc avec dans ce scénario les dépenses publicitaires numériques qui vont réaccélérer autour de 10% par rapport à 2020, tandis que les recettes de médias linéaires, elles, vont mettre plus de temps à redémarrer. Nous pensons que les principaux secteurs annonceurs vont être prudents, que certains secteurs annonceurs comme l'automobile et le voyage, tourisme vont continuer à souffrir, vont mettre beaucoup plus de temps que les autres à revenir à leur niveau d'avant le Covid. Et tout ça va peser sur la dépense dans les médias linéaires que nous estimons être stable. En fait, moins 2% en moyenne mondiale et peut-être légèrement positif dans certains pays, mais globalement stable. Donc la reprise va d'abord venir de la dépense numérique et peut-être les médias linéaires vont suivre. Mais un autre changement que nous avons fait depuis la crise du Covid, dans nos forecasts de long terme, 2022, 2023, 2024, nous pensons que même si l'économie revient à un niveau normal, les changements de long terme introduits par la crise du Covid sur la consommation des ménages, sur la consommation des médias, la croissance du e-commerce, l'augmentation du taux d'épargne vont entraîner des niveaux de consommation et donc des niveaux de dépenses marketing plus faibles que ceux auxquels on était habitué à un niveau équivalent de croissance macroéconomique. Et pour cette raison, nous avons réduit nos hypothèses de croissance long terme, 2022-2025, de l'ordre d'1 point par an. Donc on se situe à une croissance annuelle moyenne autour de 3 à 4% pour le marché mondial entre 2022 et 2025. Merci Vincent. Effectivement, hein, toutes les agences médias, dans leurs prévisions du marché publicitaire, font cette hypothèse pour 2021 que les grands événements sportifs auront lieu, c'est-à-dire l'Euro 2020 et les Jeux Olympiques. Pour l'instant, c'est une assez bonne hypothèse puisque les événements sportifs de rattrapage, la Roland-Garros, Tour de France, ont réussi à avoir lieu, que les championnats de football ont démarré. Donc on peut partir encore sur cette hypothèse. Je vous propose maintenant de donner la parole aux médias et aux régies publicitaires avec donc deux patrons de régies publicitaires. Et on va commencer tout de suite avec François Pellissier, président de TF1 Publicité. François, je vous propose de me rejoindre, de prendre cette chaise-là avec le micro qui est devant vous. Et là, j'enlève mon masque. Et là, vous pouvez enlever votre masque et on est au moins à 2 mètres. Alors bonjour. Bonjour François, on va faire un petit tour en arrière dans le rétroviseur sur les derniers 6-7 mois, sur ce début de crise. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué ou surpris sur le marché publicitaire, bien sûr? Déjà, de manière générale, ce qui nous a le plus surpris, c'est le côté soudain et inédit de cette crise quand même qu'on n'avait jamais vu auparavant. Et je pense que ça ne concerne pas seulement la pub, mais ça concerne quand même la société dans laquelle on vit. Donc il a fallu être extrêmement agile, extrêmement flexible.
Nous, notre première priorité, avant de penser à Norset, c'était la santé de nos collaborateurs. Et c'est vrai que je le dis parce que, évidemment, ça a changé beaucoup de choses dans nos manières de travailler à tous. On le voit encore aujourd'hui, ne serait-ce que cet après-midi, on parlait devant une assistance masquée. On avait l'expérience du télétravail, du flex office. On a mis tout le monde en télétravail très vite. Et heureusement qu'on avait les outils et qu'on était prêts, parce que ça aurait pu être aussi assez catastrophique si on n'avait pas été préparé à ça. Notre deuxième, évidemment, priorité, ça a été nos clients. Et je souligne quand même la grande solidarité qu'il y a eu entre tous les acteurs du marché. Je leur dis, il y a beaucoup de patrons d'agences qui ont été là. Je trouve que voilà, on a tous très bien réagi. La priorité des régies, des agences, ça a été les annonceurs, ça a été de les protéger, je dirais presque avant nous. On a été extrêmement flexible dans les reports, les annulations de campagne. On a pris des décisions très vite tous ensemble, de manière assez solidaire, sans nécessairement penser aux conséquences d'ailleurs. Et je trouve que ça a été un bel effort d'ailleurs qui, je trouve, se poursuit. Et il faut qu'il se poursuive. Et il faut surtout qu'on reste extrêmement solidaires tous ensemble dans cet avenir incertain. Et puis nous, côté groupe, la troisième priorité, ça a été notre business. Vous le savez, évidemment, il est extrêmement lié aux recettes publicitaires. Le premier semestre TF1, c'est moins 26% de nos recettes pub. C'est moins 23% à peu près de notre chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'on a perdu 260 millions d'euros en un semestre. Et donc là, on a fait beaucoup d'économies sur la variable d'ajustement qui est les programmes. On a économisé 107 millions d'euros sur nos programmes. On dépense pour l'ensemble de nos 5 chaînes gratuites 980 millions d'euros par an. On en a économisé 107 millions entre mi-mars et fin juin. Ça a été un très gros effort, une très grosse réactivité là aussi des équipes antennes, mais qui était nécessaire pour compenser une partie de la baisse des recettes, mais aussi nécessaire pour garder des programmes forts pour la reprise et pour la relance. Et c'est ce qu'on a essayé de faire dès fin août. Et actuellement, au jour d'aujourd'hui, 6 octobre, j'ai envie de vous demander comment vous sentez les annonceurs vis-à-vis du média télé. Je précise la date d'aujourd'hui parce que visiblement le marché est assez sensible, ça change un peu toutes les semaines. Comment vous sentez le marché ? C'est d'abord le premier mot qui me vient, c'est l'incertitude. Et ça, c'est difficile, mais c'est difficile pour tout le monde. C'est difficile pour nos clients, agences, annonceurs. C'est difficile pour nous, parce qu'on voit bien que cette crise, à la fois sanitaire, économique, sociale, finalement, elle est loin d'être finie. Je dirais que la crise sanitaire n'est pas finie, mais la crise économique, elle a à peine commencé. Donc c'est vrai qu'on sent beaucoup de retenue. On le voit bien, nous, dans la montée en charge de notre chiffre d'affaires commercial qu'on suit, on voit des décisions qui sont prises de plus en plus tardivement. Donc on sent qu'il y a des poches qui peuvent être libérées ou pas au dernier moment. Donc ça, c'est la première difficulté à laquelle on est confronté. Alors il y a eu, on l'a dit, alors je suis très prudent parce qu'on annonce nos résultats le 28 octobre, mais Gilles Pélisson l'a annoncé, on a plutôt eu un été, plutôt eu un bon été et un mois de septembre qui est plutôt satisfaisant. Je dirais qu'il y a quand même plusieurs éléments. D'abord, il y a un effet de rattrapage, très certainement. Et puis je crois que voilà, il y a eu une petite libération cet été, mais je reste extrêmement prudent. Et d'ailleurs, c'est quand même le message nous qu'on fait passer sur les marchés, parce que, encore une fois, très peu de visibilité. Moi, je ne sais pas ce qui se passera à la fin de l'année, encore moins en 2021. Donc c'est ça qui est difficile pour nous en termes de pilotage de nos business et du futur. Si on essaie quand même de se projeter un peu, peut-être jusqu'à 2021, quelles sont les menaces et aussi quelles sont les opportunités pour vous ? C'est un peu pour moi les deux sujets principaux de 2021. Alors je vais commencer par les opportunités avant de parler des menaces. Les opportunités, c'est la convergence qu'on appelle le total vidéo
On y croit beaucoup. On pense que aujourd'hui, on le voit bien dans les usages de nos contenus qui sont consommés sur tous les écrans maintenant, que ce soit la télé, évidemment, chez soi, sur son poste, dans son salon, mais sur son mobile, sa tablette, son PC. C'est une consommation encore extrêmement forte, hein, c'est 4 heures par jour. Faut quand même le rappeler. C'est vrai que je pense que c'est une des grandes forces de la télé. On le voit depuis maintenant quelques mois, avec une augmentation très forte de la durée d'écoute, de la consommation de la télé, qui se poursuit là à la rentrée. Donc ça, c'est une de nos grosses forces. Alors, les usages sont aujourd'hui une réalité. Il faut que maintenant, la réalité, elle suive sur la partie publicitaire. Donc c'est un gros travail qu'on doit faire tous ensemble. C'est les annonceurs, les agences, mais aussi médiamétrie, c'est la mesure d'audience cross-média, c'est capable d'avoir une audience dédupliquée, une mesure de couverture cross-média, c'est des outils communs, des KPI communs, une facturation commune, une organisation aussi adaptée. Donc ça va être quand même un gros travail dans les mois qui viennent, mais je pense qu'on est plutôt bien embarqué dans cette histoire. D'abord parce qu'on n'est pas les seuls, hein, c'est pas la France qui le porte, mais c'est, je pense, une tendance mondiale, et c'est, je pense, un bel avenir qui se dessine, dont la première pierre sera finalement la télévision segmentée, qui a été autorisée par décret depuis début août, comme les publicités pour le cinéma. On est dans une salle de cinéma, on aurait préféré qu'elle serve probablement à diffuser des films avec une salle pleine, mais c'est bien aussi de s'y retrouver. Donc j'ai que le total vidéo, c'est la première priorité. Et la deuxième, c'est une menace, mais c'est aussi une obligation, c'est la publicité responsable. On est tous conscients, évidemment, que notre mode de vie, nos manières de communiquer doivent évoluer, mais il faut qu'on le fasse de manière, je dirais, concertée et réaliste. Et la menace, c'est les projets de loi qui peuvent apparaître ici et là contre les produits polluants, contre les SUV, contre un certain nombre de nos industries qui sont en jeu. Et là aussi, je pense qu'il faut qu'on fasse preuve tous de solidarité. C'est le cas. Il y a eu quelques tribunes qui ont été diffusées dimanche. La réalité, c'est que, évidemment, on doit faire bouger les choses, mais il faut qu'on les fasse bouger tous ensemble. C'est une nécessité pour ne pas prendre de mesures qui seraient radicales et qui mettraient en péril un écosystème qui, je rappelle, sont à la fois créateurs d'informations, de contenus. C'est aussi une question de démocratie, de pluralisme. Donc ce sont des sujets extrêmement sensibles qu'on doit prendre avec précaution. Et comme l'a dit, je crois que c'est Bruno Le Maire qui disait ce matin sur France Info, je pense qu'il vaut mieux informer, être pédagogue, que d'interdire. Très bien. Est-ce que pour conclure, tu pourrais nous donner quelques indications concernant tes conditions générales de vente, puisque je vous rappelle que mardi prochain, les conditions générales de vente de la télévision pour 2021 seront publiées. Est-ce que tu as quelques indications pour TF1 Pub ? Écoute, on fait nos roadshows la semaine prochaine, donc on vient voir tous nos partenaires la semaine prochaine. Donc je ne vais pas tout dévoiler, parce que sinon je vais me faire taper sur les doigts par mes équipes. Mais je pourrais le résumer en 4 mots, et puis comme ça, ça sera une forme de teasing pour la semaine prochaine. Relance. Parce que c'est important. La relance, elle est nécessaire et on doit tous l'activer. Nous, on veut être les moteurs de la relance. C'est l'innovation. J'ai parlé de la Total Vidéo. Il faut qu'on soit innovant, mais être innovant, c'est l'être de manière, je dirais, pragmatique et réaliste. C'est la conquête, parce que pour nous, évidemment, ça passera par aller chercher de nouveaux clients. On a près de 400 nouveaux cette année, qui sont sur tous nos supports. Et puis, je viens d'en parler, c'est la pub responsable. Voilà. Merci François. Merci Emmanuel. À suivre donc.
On va donner la parole maintenant aux médias extérieurs avec Jean-François Curtil, président-directeur général d'Exterion Média France. Jean-François, bienvenue. On nettoie le micro. Jean-François, je vais te poser la même question qu'à François Pélissier tout à l'heure. Sur les 6-7 derniers mois, qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce qui t'a surpris pendant cette période? D'abord, bonjour à tous. Ce qui m'a surpris, alors, tout d'abord, c'est nous, en publicité extérieure, ça a été on-off. Pas de détails. Le 17 mars, on a eu 100% d'annulation de nos campagnes. Alors, quand ça arrive, vous êtes devant votre télé, c'est un peu comme le restaurateur ou le propriétaire d'un bar à qui on dit bah, c'est terminé, à partir de lundi, vous arrêtez votre exploitation. Donc, je dois dire que le chef d'entreprise que je suis s'est retrouvé un peu saisi. Et donc, pendant 2 mois et demi, les compteurs sont descendus à 0. Donc ça a été la première surprise. Ce qu'il a fallu faire dans un premier temps, et de la même manière que l'a expliqué mon prédécesseur, il a fallu trouver et organiser les choses pour que l'entreprise puisse continuer à vivre au moins socialement. Coup de bol extraordinaire, on avait entamé pendant les 18 mois qui précédaient, et on venait de terminer une formation de 170 heures par collaborateur sur 18 mois, sur l'utilisation, la transformation digitale dans l'entreprise et la diffusion des outils digitaux. J'aime autant vous dire que c'était un coup de bol incroyable, parce que du coup, là aussi, on a pu basculer immédiatement en télétravail, et tous les collaborateurs avaient les outils pour pouvoir continuer à échanger, communiquer. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand bien même le chiffre d'affaires était à 0, ça a généré une masse de travail délirante, parce qu'il a fallu détricoter tout ce que nous avions tricoté. Une fois dit cela, après on s'est mis sur nos tablettes avec le COMEX, et on a essayé, de voir où on allait en termes d'économie d'entreprise, comment il fallait organiser les semaines et les mois à venir pour protéger du mieux possible notre économie, tout en accompagnant nos clients dans cette crise absolument incroyable. Et je dois dire que on a découvert plusieurs choses. D'abord, moi le premier, j'étais relativement dubitatif sur le sujet du télétravail. Je me disais, dans télétravail, il y a télé aussi. Et en fait, on a été très surpris de voir que les équipes étaient plutôt très responsables. Donc ça a été une première bonne surprise. C'est qu'on s'est dit, tiens, finalement, la société dans sa globalité a plutôt bien évolué, parce que, alors c'est toujours une question de management aussi, c'est la responsabilité des managers de faire en sorte que le lien ne soit pas interrompu, mais ça a été la première bonne surprise. Nos équipes ont vraiment bien travaillé pendant cette période-là, ne serait-ce que dans le détricotage dont je vous parlais. Et ça, franchement, on s'y attendait pas vraiment. La deuxième bonne surprise qu'on a eue, c'est qu'il y a eu beaucoup de solidarité de la part des annonceurs et des agences, qui nous ont accompagnés, qui ont, avec nous, essayé de trouver des solutions bien au-delà des conditions générales de vente, dont on ne parlait plus du tout, parce que si on appliquait les conditions générales de vente, je pense que c'était impossible. Et à part quelques cas, j'en ai un en tête, je ne citerai pas,
mais où on nous explique qu'il faut faire des avoirs sur les panneaux de longue conservation, c'est-à-dire les panneaux permanents dans la rue, alors que les magasins restaient ouverts et faisaient du plus 15%, et qu'on nous dit qu'il faut faire des avoirs, parce que là, franchement, je me suis dit, en termes de solidarité, c'est pas beau. Et donc on a refusé. Bon, mais je dois dire qu'il y a eu très peu de cas où on s'est un peu fâché. Pas très peu, il y en a eu un, en fait. Tout le reste, on a accompagné. Et voilà. Et comment tu perçois, en cette rentrée et sur la fin d'année, les attitudes des annonceurs vis-à-vis de la publicité extérieure? Alors, je rejoins complètement les chiffres qui ont été donnés tout à l'heure. Bravo, parce que c'est exactement ma courbe. C'est-à-dire qu'on a juin, juillet, août, septembre, remonté en flèche. D'ailleurs, je dois dire qu'on a été nous-mêmes surpris. Nous, on avait fait une échelle de progression. On se disait, en juin, on va être à 50% de ce qu'on a fait l'année dernière. En juillet, on va être à 60. En août, 70. Septembre, 80. Non, on a été à 110 tout de suite. C'est incroyable. Bon, par contre, octobre, novembre, décembre, là, pour l'instant, c'est très très mou. C'est-à-dire qu'on sent une deuxième lame arriver où, en effet, aujourd'hui, on est dans le noir complet. C'est-à-dire que là où on avait 2-3 mois de visibilité l'année dernière sur le planning, aujourd'hui, on a 3 semaines. Et 3 semaines dans un média industriel, où il faut envoyer des camions aux 4 coins de la France, faire fabriquer des affiches, organiser les plannings, 3 semaines de visibilité, 1 mois, c'est court. Donc il faut qu'on apprenne à vivre dans cette nouvelle économie-là. Parce que avant qu'on retrouve 5 à 6 mois de visibilité sur nos plannings, je pense qu'il va se passer beaucoup de temps. Et du coup, nous avons décidé d'assouplir terriblement nos conditions générales de vente. Parce que là où les médias radio notamment et télé sont des médias quasi de l'instantané, on appuie sur un bouton, le message est parti et il est diffusé. Nous, si on n'assouplit pas notre manière de fonctionner, quand bien même on est un média industriel, si on n'assouplit pas, de toute façon, on va se priver de cette flexibilité nécessaire pour orienter les flux vers notre média. Donc Exterion Média d'ailleurs a été le premier sur le marché à dire on assouplit nos conditions générales de vente. On a essayé de discuter au sein de l'UPE d'un côté, du SNPE de l'autre. Les positions étaient impossibles à accorder. Du coup, avec l'équipe du comité de direction, on a dit bon, c'est pas grave, nous on annonce des conditions générales de vente simplifiées. Ce qui veut dire que par exemple, si vous commandez aujourd'hui chez Exterion Média une campagne sur octobre, novembre ou décembre, vous pouvez l'annuler à moins de 20 jours du départ, sans condition. La seule, c'est de rebloquer dans les 6 mois qui viennent, avec un engagement surtarifaire de 20%. Bon, ce qui veut dire qu'on ne demande pas forcément à nos annonceurs de justifier une annulation. Elle a un coût, forcément, parce que sinon, ça ne devient plus un blocage, ça devient une option. Ça a un coût, mais on accompagnera nos clients dans cette démarche de souplesse. Très bien, je pense que les agences ici présentes vont apprécier. Parlons maintenant, pour terminer, des propositions d'interdiction de la Convention citoyenne pour le climat et du projet de loi orphelin. Face à ces menaces, comment tu réagis ? Ça, c'est une bonne question, parce que moi, notre génération, en gros celle des quadras et des quinquas, a été élevée dans la culture du compromis. Donc, on doit faire des efforts. Comment accompagne-t-on une consommation plus responsable, une exploitation plus respectueuse de l'environnement? Alors, on a déjà fait plein de trucs. Ce que nous expliquons, par exemple, aux députés orphelins,
qui nous écoutent que d'une oreille. Mais on a déjà fait plein de choses. C'est-à-dire que, par exemple, nous, ça fait déjà 4 ans qu'on se fournit 100% en électricité verte. Tous nos mobiliers sont nettoyés à l'eau de pluie. La flotte d'exploitation est à 50% électrique. 97% de nos mobiliers sont construits à partir de matériaux recyclés. Tout ça, on le fait. On le dit sans doute pas assez, mais déjà, on le fait. La difficulté, c'est qu'on a en face de nous, aujourd'hui, une génération Z qui n'est pas élevée dans cette culture du compromis, qui, elle, est plutôt dans la culture de l'interdiction. D'ailleurs, la tribune qui a été publiée avant d'interdire, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que on nous dit, par exemple, dans notre média, il faut réduire votre format. Mais ça sert à quoi? Un panneau 12 mètres carrés n'émet pas plus de gaz à effet de serre qu'un panneau 8, qu'un panneau 6, un panneau 4. Donc, mettre 1 milliard d'euros d'investissement pour diminuer de 1 mètre carré la surface de nos panneaux, ça sert à quoi? Moi, je préfère mettre 2 fois moins d'argent, mais dans la manière d'exploiter ça. En disant, bah, écoutez, c'est pas compliqué, on va prendre des engagements mesurables et contributifs dans l'exploitation de notre filière pour contribuer à la réduction de l'impact environnemental. Mais là, on a parfois affaire à des interdictions et pas de compromis. Donc c'est très difficile. Alors, bon, la loi Orphelin, la proposition de loi Orphelin, elle n'a pas passé la commission environnementale de l'Assemblée nationale, on n'en parle plus. Maintenant, on est sur les sujets de la Convention climat. La Convention climat propose d'interdire la communication extérieure dans l'espace public, plus d'affichage, et d'interdire le digital. Enfin, moi je veux bien interdire le digital partout. Aéroport, gare, métro et dans la rue. Interdiction. Bon, et c'est là où je pense qu'il faut qu'on arrive à convaincre nos interlocuteurs que, par exemple, sur le digital, ça peut être un outil fantastique pour mieux consommer. Si demain, on s'engage à mettre 30 ou 40% de contenu dans nos écrans autour de mieux vivre ensemble, être plus solidaire, et autour de messages liés à la proximité, au lien social, le digital peut devenir un outil fantastique pour consommer mieux et consommer moins. Par contre, interdire, nous, enfin, si vous voulez, on peut pas s'inscrire dans une interdiction. Voilà. Merci Jean-François. On va essayer maintenant de stimuler la reprise avec les agences médias et nous allons accueillir 4 patrons d'agences. Et je leur demande de me rejoindre. Bertrand Bodichon, CEO d'Initiative France. Pierre Calmar, récemment nommé président-directeur général de Dentsu Aegis Network France. Sébastien Emerio, co-directeur du Cortex Havas Village France également. Et Gauthier Piquet, président de Publicis Média France. Alors, les agences médias ont été effectivement en première loge au printemps dernier pour gérer les annulations de campagne et conseiller les annonceurs dans cette période particulière. Elles le sont également aujourd'hui pour stimuler le retour de leur communication. Et je vous propose de commencer par un premier tour de table aussi, avec tous les 4, sur ce qui vous a marqué pendant ces 6 premiers mois de crise. Bertrand, tu veux commencer ? Bonjour à tous et bonjour chers collègues. Ravi de vous retrouver pour de vrai. Alors ce qui m'a le plus marqué, c'est, on l'a déjà dit, et les médias l'ont souligné, c'est la formidable capacité de solidarité qu'il y a eu dans le triptyque annonceurs, agences et médias. On a tous trouvé des solutions et fait des miracles ensemble, et ça laissera des traces durablement. Et on a et il y en avait besoin, à la fois considérablement augmenter la valeur perçue d'une agence média. On a eu des propos et tenu des discussions qu'on n'avait
plus tout à fait dans la défense de la valeur du média auprès de nos annonceurs. Et on a été suivi par des annonceurs qui disaient bah oui, effectivement il faut les aider. Et effectivement on a une responsabilité vis-à-vis d'eux, sinon on va faire le job des GAFA. Donc ça c'était plutôt... ça m'a vachement surpris. L'autre chose qui m'a surpris, c'est effectivement cette nouvelle façon de travailler, ça a été souligné aussi. Donc je ne vais pas revenir dessus, mais l'employeur qu'on était n'avait pas confiance dans nos salariés pour adopter durablement le télétravail. Tout le monde n'avait jamais testé, et là on a testé et durablement ça a fonctionné. Et c'est mieux pour la vie des gens. Et le troisième truc qui m'a vachement surpris, c'est l'accélération formidable des attentes des consommateurs vis-à-vis des marques. Moi, chez Initiative, on avait fait une étude sur l'état des cultures en France il y a exactement 1 an. Et on avait identifié des sous-tendances qui étaient orientées soit autour du développement durable, soit autour de l'anticonsumérisme. Et c'était plein de petites tribus, pas très puissantes, pas très grosses, qui étaient en train de s'agglomérer petit à petit autour de ces 2 sujets. 1 an après, ça a littéralement explosé. La crise sanitaire a fait largement grossir ces sous-cultures qui sont devenues maintenant quasiment masse. Et les marques en ont tenu compte. Et les marques se sont toutes rendues compte pendant cette période qu'il fallait qu'elles introduisent cette part de meilleure vision sur leur mission, sur leur utilité sociétale. Et ça aussi, je crois que c'est durable et ça va dans le bon sens. Et dans le sens aussi d'une consommation plus durable et d'une nouvelle relation avec les marques. Gauthier ? J'ai peur qu'on se paraphrase beaucoup parce qu'on est tous alignés. Déjà, désolé pour l'Assemblée, mais ça manque de femmes, j'en suis navré. Ça fait très club Mad Men et c'est vraiment tout ce que l'on veut éviter. Donc toutes nos excuses. Maintenant qu'on est là quand même, je pense que tout est dit. Enfin, voilà, ça a été très dur. On a fait preuve d'intelligence collective. On a vécu tout ça ensemble. C'est formidable. Il y a juste une petite chose qu'on a oubliée, c'est peut-être aussi de penser à nous. Dire qu'on a pensé, je pense, aux médias. On a essayé en tout cas de faire au mieux, comme le disait François. On a pensé aux marques, c'est nos clients. Après, on est rentré, nous, fragiles dans cette crise. Et on en sort extrêmement plus fragilisé. Et aujourd'hui, on est face à une problématique qui est, on peut parler de reprise, de plus 27, de plus 6,8, de plus 5,7. Tout ça, ça reste que de l'investissement. Nous, ce qu'il faut qu'on gère, c'est aujourd'hui des équipes et des talents. Et ça, aujourd'hui, nous, on est face à une fragilité. C'est cette crise, en fait, elle nous a frappé totalement. Donc je pense qu'on a eu la bonne attitude, on a montré notre contribution, notre utilité aux marques. Plus que jamais, notre métier, qui est un métier que j'appelle les invisibles, on fait un peu partie dans cette crise aussi des métiers que l'on oublie. On n'est pas les grands créatifs, on n'est pas les médias dont on a besoin, on n'est pas les marques. Là, on a réussi à montrer qu'on était agence conseil, agence de proximité, qu'on aidait à prendre des bonnes décisions, d'arrêter, de pouvoir essayer de faire du collectif dans un métier où on est tous très individuels. Maintenant, je pense qu'on s'est un peu oublié. C'est ce que moi, j'aurais retenu de cette crise. C'est un peu l'oubli de comment protéger notre métier et être sûr qu'on puisse délivrer mieux et pas délivrer moins, quoi. Pierre ? Bon, évidemment, je partage ce qu'ont dit mes collègues. Et d'ailleurs, sur la solidarité, ça a été dit, mais je veux réinciter dessus. Je pense que la solidarité, elle était très forte avec nos clients, avec les régimes, mais elle a été très forte entre nous. Moi, c'est la première fois dans ma carrière, qui commence à être longue maintenant, que je vois autant de solidarité à l'UDECAM. Et donc, on a travaillé ensemble aussi pour trouver les solutions collectives pour le marché. On partage la passion d'un métier. Je pense qu'il faut le dire, on aime notre métier. On est évidemment concurrents dans les pitchs, etc. Mais la réalité, c'est qu'on a quand même des talents qui ont le même profil, on a les mêmes enjeux. Et on a tous intérêt à ce que ce marché fonctionne, en fait. Et je pense qu'il faut insister aussi là-dessus. Maintenant, ce qui m'a aussi frappé, de façon cette fois plus négative, parce qu'évidemment on a inventé une nouvelle mode de travail, etc. Il y a quand même 2 choses qui m'ont frappé et qui continuent de me frapper. Le premier, c'est quand même l'aspect indécrottable de la France. On l'a vu quand même sur les chiffres qui étaient présentés tout à l'heure, la France est quasiment le plus gros recul du marché publicitaire du monde entier. Voilà. Non mais ce que je veux dire, c'est qu'on est toujours en France dans une surréaction. Les États-Unis, où quand même, je vous rappelle que Donald Trump, nul ne sait si c'est vrai, mais enfin, aurait pris le Covid, et en tant que surhomme aurait donc subsisté, eh bien, le chiffre donne en moins 4, moins 5%. Nous, on va se balader entre moins 18 et moins 20%. Non mais, donc, on est quand même champion du monde de l'autopunition. Ça, c'est un élément qui est très important et que je trouve inquiétant,
Parce que effectivement, dans notre capacité à rebondir, parce que c'est la question initiale, ça pose quand même une sacrée question. C'est-à-dire que si j'étais gratte-poil, c'est vrai que je le suis rarement, mais que font les annonceurs? Réveillez-vous, parce que vous agissez de façon totalement délirante par rapport au reste du monde. Donc ça, c'est mon premier point. Le deuxième point, qui est un petit peu dans la même veine, c'est justement cette capacité de rebond de demain. C'est-à-dire que là, on a vu des chiffres là, sur les tableaux. Quand on travaille à l'UDECAM, on échange aussi des données sur le marché, on regarde un peu les choses. Mais aujourd'hui, la visibilité est tellement faible que les fameux, alors plus 7, plus 8, plus 9% l'an prochain, ça se traduit dans la réalité de nos prévisions après, dans nos groupes, par voilà, plus 1, plus 2, plus 3, on en est là quand même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut quand même redescendre sur Terre et se dire, ce serait quand même dommage que la France continue de se mortifier de cette façon-là. Et je pense que c'est notre responsabilité collective d'arriver à ressortir par le haut de cette crise. Parce que si on veut ressortir, et si l'économie du pays veut ressortir par le haut, il est évident qu'il va falloir quand même inciter les Français, qui d'ailleurs, not optimistes, il faut le dire, ont économisé 100 milliards. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'équivalent, la totalité du plan de relance du gouvernement dort tranquillou dans les assurances vie, sur les livrets A, voire en compte à vue, et la responsabilité aussi de la publicité, en tout cas sa fonction, est de pouvoir faire consommer, alors ça d'une façon différente, mais en tout cas relancer la machine. Évidemment, les agences sont là pour ça. Donc ce qui m'a frappé, c'est ça. C'est cette espèce de côté surréaction de la France, et je pense qu'à un moment donné, il faut aussi arriver à dépasser ce paradigme. D'accord. Je vais donner la parole à Sébastien, mais on reviendra sur la surréaction et on verra s'il y aura surréaction dans l'autre sens. Sébastien. Oui, bonjour à tous. Alors moi, je suis pas président. Donc en fait, ce qui fait que moi, je représente un collectif qui s'appelle le Cortex, qui est un truc un peu original, qui est le regroupement de toutes les études et planning stratégique de tout Havas. Donc Havas Paris, Havas Média, Havas Sport, enfin tous les Havas, on est regroupés, les planeurs et les études. Et ce qui nous a frappé, nous, en fait, il y a un chiffre qui nous a frappé, qui est un chiffre de Kantar Media qui est sorti assez rapidement pendant la crise, enfin, pendant le confinement, on va dire, qui est le 8%. C'est-à-dire seuls 8% des personnes interrogées souhaitaient qu'il y ait une diminution de la pub et donc de la communication pendant cette crise. Et nous, on s'est dit, mince alors, parce qu'on avait l'impression que le monde entier détestait la pub, on avait marre, c'est pas possible, les adblockers, tout ça. Et en fait, seuls 8%. Et c'était pas un chiffre tout seul, c'est-à-dire qu'on a vu d'autres chiffres après où on voyait les gens étaient contents qu'il y ait de la pub, que les marques leur parlent. Certaines marques ont manqué aux gens, donc nous ont manqué à nous. Puis nous, vous savez, on a aussi une étude, on est un peu obsédé, c'est toutes ces marques qui pourraient disparaître et que personne n'en aurait rien à faire. Alors on arrive à des chiffres assez dingues, mais ce qui, moi, m'a marqué, c'est que pendant cette période-là, les marques et la pub ont comme retrouvé une forme de lettre de noblesse. Et si vous regardez même toute la période de confinement, et même après, il y a eu assez peu de fautes de goût de la part des marques et des annonceurs. Chacun fait preuve d'empathie, d'accompagnement, de divertissement. Donc, moi, j'ai trouvé que pour notre métier à tous, et pour ceux pour quoi on se bat, c'était plutôt une note d'optimiste. Voilà. C'est bien. Et alors, quels sont les médias? Donc, on a vu tout à l'heure la télé, la publicité extérieure, mais pour vous, quels sont les médias? Quels sont les leviers marketing qui s'en sortent pas trop mal, qui résistent le mieux à la crise? Gauthier? Évidemment, là encore, on va reparaphraser ce qui vient de se dire. On a tous été, en fait, on a vécu 2 temps. On a eu le temps de crise qui sont les médias de performance. Et là, on a eu une accélération folle de tout ce qui pouvait encourager le commerce, le e-commerce et autres. Donc, évidemment, les GAFA ont pu à un moment tirer une part belle. Après, quand je dis une part belle, attention quand même, tout le monde a vécu une crise. Donc, il y en a certains qui, plutôt que faire plus 15%, ont fait plus 5%. Bon, je ne sais pas s'il faut pleurer dessus, mais donc tout le monde a eu un impact. Après, ce qui est surtout, c'est qu'on a peu regardé les médias qui s'en tiraient pendant la crise. On a surtout malheureusement pu constater les médias qui la prenaient de plein fouet. Et c'est vrai que tout à l'heure, l'expression on-off, elle est tout à fait vraie sur l'affichage et on l'a vu sur le cinéma. Alors, je ne sais pas comment le cinéma va faire pour aller, j'ai vu tout à l'heure dans la prévision de Bump, là, à un équilibre à 0 sur décembre. Là, je suis un peu dubitatif. Sinon, tout le reste, je conçois. Maintenant,
En fait, ce qui est intéressant, ce qui laisse une petite part d'optimisme, c'est la reprise assez rapide en juin en fait, de certains médias. Donc on a vu très vite des médias de trafic, radio notamment, qui a fait un très bon mois de juin. Et puis François le disait, la télé est très vite revenue. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que les médias ont toujours été au rendez-vous pendant la crise et surtout ont été au rendez-vous en sortie de crise. Et on a cette chance en France d'avoir des médias extrêmement structurés, forts, qui délivrent performance et en même temps qui peuvent accompagner une transformation des messages, qu'ils soient plus RSE, qu'ils soient plus sur l'équité de marque. Donc il y a un optimisme à avoir sur la deuxième période avec le reste des médias, on l'a vu. Moi, où je suis plus, on va dire, un petit peu moins optimiste et où je ne sais pas ce qui va se passer, c'est effectivement sur 2021. Donc médias de performance pendant la crise, une bonne sortie de tous les médias, avec malheureusement des médias qui sont plus un peu à la traîne comme le cinéma et quelques autres sur la reprise. La vraie question, c'est comment tout ça va se stabiliser et est-ce qu'à un moment, il va y avoir un vrai partage l'année prochaine de la contribution et de la reprise et donc pas juste à un moment tiré par, c'est vrai, il faut le reconnaître, par les GAFA. Et est-ce que tout le monde va pouvoir y retrouver? Je suis moins optimiste. Pierre, tu as pris le micro? Oui, j'ai pris le micro. Parce que je partage tout à fait, mais je me demande si, une fois de plus, c'est pas l'arbre qui cache une autre forêt. C'est-à-dire que, bien entendu, on va tous dire, bah oui, forcément, les médias de performance, donc les GAFA en première instance, proches du business des annonceurs, ont moins souffert parce que les annonceurs ont eu besoin de générer plus de business. Moi, j'y vois aussi une autre explication moins romantique et plus, un peu plus sournoise, si je puis dire. Je pense aussi que les GAFA ont su créer quelque chose, il faut le reconnaître, c'est un écosystème simple. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'annonceurs, vous le savez, qui se sont dit à un moment donné, d'ailleurs c'est un autre sujet qu'on pourra aborder, mais je vais récupérer en interne ce que finalement nos agences font, mais je pourrais très bien le faire moi-même. Et l'un des premiers points qu'ils récupèrent, c'est la gestion forcément des GAFA. Et donc effectivement, donc la gestion de Google, Facebook, un peu en interne. Et effectivement, donc, quand vous êtes dans une crise comme ça, que vous coupez tout, bah, les équipes internes, ce qu'elles savent faire, c'est des GAFA. Donc ils continuent de faire des GAFA. Que ce soit plus efficace ou pas plus efficace, c'est pas si clair que ça, à mon sens. C'est simplement plus simple. Et je pense que cette leçon, qui vaut bien un fromage, sans doute, eh bien, on doit la voir sur les médias traditionnels. On est dans un écosystème compliqué. Et d'ailleurs, je crois que François, tu l'as évoqué tout à l'heure. On est dans un système très complexe en France. La facturation est un cauchemar, il y a un nombre de régies impressionnant, il y a des conditions générales de vente lunaires dans tous les sens et d'une complexité infernale. Donc pour faire nos métiers, c'est compliqué. À un moment donné, il faut aussi, évidemment, alors évidemment on dit les GAFA, les méchants GAFA, mais ils font aussi des choses très bien. Ça c'est quelque chose, à mon avis, qu'il faut avoir en tête et qu'il faut être capable de copier, simplifier la façon dont les flux permettent effectivement d'avoir une relation simple et qui fonctionne. Et je pense qu'on y a tout intérêt. Et pour clôturer donc en cercle ce que j'étais en train de dire, je pense que justement cette volonté de réintégration par les annonceurs, aussi de la maîtrise des leviers, à mon sens, prend un énorme coup dans l'aile parce qu'effectivement, à l'heure où il faut avoir des coûts variables, les transformer en coûts fixes est à mon avis une hérésie, point 1. Et point 2, gérer aujourd'hui de la communication, c'est gérer une incroyable complexité. Et si vous ne faites pas appel à des experts, à des gens qui savent le faire, eh bien, vous simplifiez à l'extrême, vous concentrez vos investissements et, à mon avis, vous n'êtes plus efficace du tout. Bertrand, quelque chose à compléter? Alors, je partage ce qui a été dit sur peut-être une explication sur pourquoi certains médias s'en sortent mieux que d'autres. Quand même, le fait d'avoir... Enfin, la plupart des annonceurs ont des engagements annuels en télé. Et ça n'existe pas beaucoup dans les autres médias. Mécaniquement, ça a aidé beaucoup la reprise des investissements, en tout cas la priorisation de la télé dans la reprise des investissements depuis le mois de juin. C'est peut-être une leçon à tirer pour les autres médias, où des engagements annuels sont moins monnaie courante. Et l'autre leçon, c'est ce qu'a dit Jean-François, c'est-à-dire qu'avec des conditions générales trop dures, des conditions d'annulation ne tenant pas compte de l'incertitude liée au fait de est-ce que les gens seront toujours dans la rue dans 4 semaines ou pas, évidemment on n'aide pas son média. Donc j'encourage et je remercie vraiment
Jean-François et Exterion, d'avoir ouvert la voie sur un truc qui n'avançait pas. Et qui finalement allait tuer gentiment le média affichage, parce qu'aujourd'hui, prendre une décision pour dans 6 semaines, on l'a tous dit, même en télé, c'est extrêmement dur. Quant à 2021, il y a un média qui est... on n'en a pas beaucoup parlé, parce qu'en fait, on est habitué en fait, à avoir des baisses à 2 chiffres sur le média de la presse. Puis à la limite, on n'en parle même plus, parce que c'est presque un fait acquis. Je pense que ce mouvement dont je parlais tout à l'heure de reprise de sens dans le positionnement des marques, dans l'expression d'une vision et dans l'expression d'une mission plutôt que simplement de montrer ses produits, peut être favorable à des médias de contenu comme la presse, j'y crois. Ça commence à se voir d'ailleurs dans les premiers briefs que je vois sur 2021, et je pense que c'est bien, et ça serait formidable qu'effectivement l'affichage digital prenne son rôle aussi dans cette partie-là, parce que ça va être, en tout cas c'est ce que je constate, une demande croissante chez nos annonceurs en cette sortie de crise. Donc pour résumer, engagement annuel oui, mais souplesse hebdomadaire. Oui. Alors si je prends moi aussi ma casquette à un consommateur, je suis assez d'accord avec... on a tous discuté avec des proches qui nous disaient « mais oh là là, mais avec tous ces gens devant la télé, ça doit être dingue, vous devez faire un paquet d'oseille ». Ben non. Et c'est là que c'est assez dingue, c'est que l'être humain est fait de telle manière qu'il veut se divertir, qu'il veut apprendre des choses, qu'il veut s'informer. Donc on consomme des médias, on en consomme de plus en plus. Et ce qui est assez dingue, je ne sais pas si c'est lié à la France, mais cet écart qu'il y a entre l'attention qu'on porte à ces médias et la façon dont c'est monétisé. Il faudrait qu'on se penche collectivement sur ce sujet-là. C'est quand même un problème. Et c'est vrai que si on se met d'un point de vue consommateur, on arrive à se dire, finalement, est-ce que le contenu est intéressant? Est-ce que le contexte est favorable? Est-ce qu'il me parle à moi? Et après, ces 3 contextes, contenu et autres, n'importe quel média peut y arriver. Rebâtir son business model, retravailler sa data, retravailler sur ses contenus, sa ligne éditoriale. On peut imaginer que n'importe quel média est capable de le faire. Donc, c'est pas évident, c'est pas simple, mais en tout cas, quand on a quelque chose qui part d'une appétence naturelle des audiences, on est quand même déjà bien loti, je trouve. Un rapide tour de table là, sur le feeling d'aujourd'hui. Comment vous sentez les annonceurs pour la fin d'année? Plutôt très prudent, plutôt volontariste? Bertrand? Je commence. Si je parle de ce que je connais, il y a depuis le mi-septembre cette espèce de spectre, alors qu'on était reparti sur un Q4 normal. Donc moi, en tout cas, je ne constatais pas d'effet de reprise, sauf sur un client sur l'ensemble de notre portefeuille. Tout le reste, on revient juste à la normale. Donc la même chose que l'année dernière. Et il y a cette menace d'un reconfinement potentiel depuis 15 jours, qui, sur les médias difficilement annulables et qui sont dans la rue, font peser une incertitude forte. Donc on ne s'engage pas sur de l'affichage, sur de la fin de l'année, parce qu'on ne sait pas si on sera dans la rue dans 15 jours. Et on s'engage du coup plus, et on arbitre au profit plutôt de la télé, comme je le disais tout à l'heure, ou de médias plus facilement réactifs comme la radio, parce qu'on peut l'annuler plus facilement si jamais un reconfinement devait arriver. Mais je ne vois pas d'effet de rattrapage du tout des moins 20, moins 30 qu'on a connus en avril-mai. Pas du tout. On revient juste à un Q4 normal. Et pour 2021, c'est l'une des raisons d'espérer. Le peu de visibilité qu'on a, en tout cas dans les briefs qu'on reçoit, c'est pas du tout... Alors je suis moins optimiste que France Pub, en tout cas quand je regarde nos chiffres. C'est plutôt on fait la moitié du chemin qu'on a perdu, en gros. Donc si on a perdu moins 24, on fait plus 12, mais pas plus que ça. Sachant que 12 n'est pas la moitié de 24 en pourcentage en plus. Pierre? Oui, non, effectivement, je suis d'accord avec Bertrand. Il y a une énorme incertitude aujourd'hui. Enfin, je crois qu'on peut tous dire ça. Nul ne sait ce qui va se produire. C'est exactement comme avec la chloroquine ou avec... vous voyez ce que je veux dire? Personne ne le sait. C'est ça la réalité. Et donc, effectivement, on navigue à vue. Donc là, déjà, moi, j'ai du mal à prévoir la réalité de l'atterrissage de cette année, déjà. Et comme vous tous, j'ai mon groupe sur le dos à me dire, alors on va finir à combien, mais j'aimerais le savoir. Donc c'est très très dur. Et l'année prochaine, effectivement, pour l'instant, on fait une hypothèse de dire on va regagner éventuellement la moitié de ce qu'on a perdu, mais sachant qu'on ne va même pas construire les budgets comme ça, parce que même ça est extrêmement incertain.
Donc c'est vrai que là-dessus, on est quand même en zone de risque très important. Et d'ailleurs, c'est amusant parce que quand tu poses la question de dire que vont faire les annonceurs, déjà, moi, je considère que les annonceurs, c'est pas les annonceurs. Quand je pose la question aux directions marketing, en gros, on est dans une tendance, on va dire, un peu back to normal moins, mais si on pose la question au-dessus, on n'est pas du tout dans la même lignée. C'est-à-dire que la réalité des choses, c'est que peut-être que les directions de communication vont dire voilà, voilà notre ambition, et qu'au niveau de la direction générale, on dira ok, c'est sympa, mais la tête du business, c'est ça, et donc voilà ce qui va se produire. Donc à mon sens, ce sont les indicateurs macroéconomiques qui vont aussi clairement être en jeu là-dessus, et c'est pourquoi d'ailleurs on est dans ce paradoxe incroyable. La communication doit contribuer, la publicité doit contribuer à relancer l'économie. C'est ça que l'on doit faire. Et quand je vois justement l'État aujourd'hui essayer de réguler, surréguler une profession qui est déjà hyper régulée, la plus régulée au monde, je m'inquiète et je m'interroge. L'État devrait au contraire faciliter la publicité au maximum pour relancer l'économie. C'est là où je pense qu'il y a un problème de fil qui se touche quelque part. C'est pour vous réveiller un peu. Non, oui, pour répondre à la première, je pense qu'on est tous alignés. Après, ça va quand même dépendre, il faut avouer aussi, des secteurs. Dire que Q4, ne nous mentons pas, on est tous en train d'espérer de faire un bon Q4 et d'essayer de faire un minimum 0, voire pour certains qui ont la chance de travailler plus sur des secteurs comme le retail, comme l'alimentaire, d'essayer de faire bien. Maintenant, la question, c'est est-ce que le consommateur, je suis comme Pierre, ce n'est pas une question de marque ou d'annonceur, c'est est-ce que tout simplement le consommateur, demain matin, il va sortir ? Est-ce qu'il va aller en magasin et acheter un produit ? Après, les marques, elles s'adapteront sur le consommateur. Donc là, on est en train tous, à un moment, de serrer les fesses, il faut avouer, à se dire est-ce qu'il va continuer à sortir et de prendre le risque d'aller dans un magasin. Mais logiquement, on est quand même plus optimiste sur le Q4 et on espère tous, sauf pour ceux qui malheureusement travaillent sur le voyage tourisme, plus de luxe et l'automobile, c'est compliqué. Voilà, on espère un bon truc. Après 2021, franchement, on a toutes les raisons d'y croire. Alors on peut essayer 6, 7, 8, 9 si vous voulez, et toutes les raisons de fermer boutique. Et fermer boutique, c'est, pour ce que dit Pierre, c'est d'abord ces régulations complètement aberrantes, mais tout le monde en a parlé. Alors visiblement, on en a une de moins depuis ce midi, grâce à Pierre. Visiblement, la loi orphelin, c'est un ancien projet maintenant. Il nous en reste encore quelques-unes devant. Mais moi, je suis désolé, je vais revenir sur un sujet, c'est que depuis tout à l'heure, on parle à un moment d'investissement dans les médias, on parle d'investissement sur les marques, mais à un moment, il faut bien quand même un acteur qui est utile, qui a montré toute son utilité pendant cette période, c'est les agences. C'est qu'il va falloir à un moment s'assurer aussi que les agences, elles puissent continuer. Tout le monde a dans sa tête les faits que les agences, ça gagne énormément d'argent, ça va bien, etc. Mais les agences, elles travaillent cette crise. Quand on voit moins 27%, ou nous, on dit à peu près moins 15%, donc c'est-à-dire sur notre métier, moins 1,2 milliard d'investissements médias, on est encore payé juste à un moment sur de l'investissement publicitaire, ou pire, on est payé sur la baisse du coût GRP des médias. On est payé sur de la productivité, à faire de la productivité quand les médias s'assouplissent. Donc on est en train tout simplement de mourir. Donc le point, il n'est pas juste de se dire est-ce qu'on va faire des grandes présentations à se dire de l'investissement l'année prochaine. La question en fait, c'est est-ce qu'on aura des acteurs pour juste driver de l'efficacité pour les clients ? Est-ce qu'on va être payé à un moment enfin à délivrer de la valeur pour les marques et pour les médias ? Ou est-ce qu'en fait on est payé à faire un autosuicide des médias ? C'est ça la vraie question en fait pour 2021. Moi, 2021, le marché sera beaucoup mieux si tout simplement tout un écosystème vit bien. Si l'écosystème, à un moment, il n'est que d'un écosystème de rapaces qui, en fait, attendent la mort d'autres, nous, en fait, on participe à la mort des médias. Nous, notre job aujourd'hui, c'est de faire baisser le coût GRP des médias. Et on est payé pour ça. Donc, pour moi, 2021, la question de 2021, c'est que la France, elle peut changer si tous ensemble, on va pouvoir à un moment dire stop et de reconstruire ensemble. C'est-à-dire effectivement défendre l'investissement de nos annonceurs parce que c'est notre job, c'est notre rôle et c'est de faire que ça délivre plus de valeur pour eux, mais une valeur qu'on va retrouver partagée pour les médias. On est agence média, on n'est pas juste agence, on est agence média, et puis une valeur pour nous parce qu'à un moment, sinon on n'arrivera pas à payer nos talents. Et c'est là la clé de 2021. Elle est juste à un moment, 2021, c'est pas juste est-ce que les annonceurs vont réussir à investir, c'est est-ce que tous ensemble on va survivre et est-ce qu'on va enfin payer la contribution sur le business et l'économie. Juste un tout petit mot, et je te laisse le truc, parce que cette intervention est absolument pertinente. Là aussi, je regarde la carte du monde. Partout dans le monde, et je vais dire les choses cash,
les médias contribuent à faire en sorte que les agences puissent avoir les moyens de porter leur bonne parole. L'unique pays au monde, à part le Brésil et la Corée du Nord, ça fait 2 fois dans la journée, à part ces 2 pays-là, je suis désolé, on a un écosystème qui est complètement différent de la France. Or, chez nous, les annonceurs, par souci de transparence que je comprends parfaitement, refusent de nous rémunérer à la hauteur de la transparence qu'on leur donne. Et donc pour nous, c'est une double peine qui est devenue effectivement injouable aujourd'hui. Et je pense que là-dessus, tu as parfaitement raison. Il faut clairement tirer la sonnette d'alarme. Alors je vais plusser. Non mais si on dézoome un petit peu sur nos différents métiers, chez Havas, il n'y a pas que du média, il y a plein d'autres métiers, notamment la gestion de crise. Et pendant les périodes qui a commencé le 17 mars, ils ont été autant sollicités que nous l'avons été. C'est-à-dire que des clients, des annonceurs se posaient des dizaines et des dizaines de questions sur ce qu'il faut faire, pourquoi faire, comment faire. Sauf que nous, on a passé des heures à répondre sans pour autant être plus rémunérés. Eux ont pu facturer davantage des prestations qui sont considérées comme cruciales à un moment crucial. Et je respecte, je les croise tous les jours et je les trouve formidables. Mais l'écart est quand même très surprenant. C'est-à-dire que pourquoi, à quelques écarts d'étage, on ne retrouve pas cette valorisation. Après, concernant le rebond 2020-2021, moi je n'ai pas d'idée de ce qui peut se passer. En revanche, ce que j'observe, et ce qui me surprend, c'est qu'à chaque fois j'ai l'occasion de discuter avec des clients, en fait c'est un peu comme tous ces jeunes qu'on prive de bars. Il n'y a pas que les jeunes qui vont dans les bars, je sais. Mais j'ai l'impression, en tout cas le sentiment, que les clients, les annonceurs, ceux qui sont dans la salle peuvent le confirmer ou pas, ont envie de prendre la parole. On n'est pas comme dans la crise de 2008 où il y avait une crise de la demande, une crise de la production. On est dans une crise où finalement on a des propositions à faire, on était sur quelque chose d'à peu près sain et donc il y a une envie de reprendre la parole. Après il y a des hésitations, mais au moins il y a quelque chose qui est plutôt, je trouve, positif. Garde le micro, un petit tour de table avec une question très directe, très simple. Et vous, personnellement, vous avez fait quoi pour faciliter la reprise dans votre entreprise? Personnellement. Dans votre entreprise. Ah, non, nous, on a fait un truc assez simple, c'est qu'en fait, comme on sortait au mois de juin, on sortait, comme tout le monde, de cette période un petit peu délicate où on avait dû travailler différemment, annonceurs, agences. Et donc, on s'est dit, on va poser la question à nos annonceurs, mais également à d'autres membres de l'écosystème, de qu'est-ce qu'ils avaient trouvé de bien et de pas bien dans cette nouvelle forme de travail, de collaboration et de relation. Et ça a donné lieu à des entretiens par téléphone, donc vous imaginez des entretiens par téléphone, qui duraient plus de 2h30. Et j'étais scié parce que on a fait faire ça par, dans mon équipe, une sociologue, et qui elle-même était surprise. C'est-à-dire que quand au bout d'une heure, les gens nous disaient « Mais attendez, j'ai encore des choses à vous dire », on reprenait rendez-vous pour raconter les choses. Donc la relation annonceur-agence est quelque chose sur lequel qui a été bouleversé pendant cette période-là. Et la métaphore du couple est évidemment une métaphore essentielle. Comment on se séduit, comment on construit, comment on a des projets. Et c'est un peu ce que nous, on essaye de faire. C'est comment on recrée de la confiance dans la relation pour faire en sorte de créer cette agilité dont on a parlé depuis tout à l'heure. Donc notre contribution, c'est ça. C'est écouter nos clients, comprendre leurs attentes, recréer de la confiance. J'aurais 2 réponses assez simples. La première, en tant que patron de Publicis Media, elle est simple. La seule chose que j'ai faite, c'est d'essayer de protéger nos talents. C'est-à-dire que quand on est comme tout le monde, tout à l'heure François le disait, il a dû faire 108 millions, je crois, d'économies sur les grilles. On sait tous que comme on n'a pas de grille dans nos agences, le seul poste qu'on a à un moment à taper, c'est la masse salariale. Et on a tous des actionnaires, qu'ils soient japonais, français, américains, qui nous le disent, en plus avec vos 55% de charges sociales, allez-y, tapez-les. Donc moi, la seule chose que j'ai fait tous les jours, c'est d'expliquer à un moment à ma direction, il faut attendre, il faut protéger les talents, parce que si je perds mes talents, je perds mes clients. Donc on peut toujours se raconter, il faut être proche des clients et autres. De toute façon, on vit pour eux. Donc on est, j'espère, tous, et on fait tous le même boulot d'être proche de nos clients. Mais là, c'était être proche des talents, être à l'écoute des talents et de leur dire,
on va vous garantir, en tout cas on va essayer un maximum de garder tous les postes. C'est compliqué, c'est dur, mais je pense que c'est ça comment on contribue tout simplement à la relance. C'est quand on est sorti un peu plus fort, on est sorti avec une bonne équipe, un bon spirit. Et aujourd'hui, je pense que dans toutes les agences, les talents nous disent tout simplement merci. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire de plan de restructuration, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas tous malheureusement devoir se séparer, mais je pense qu'en fait, on est sorti plus fort que la réalité de nos exercices fiscaux, et on annonce tous des OI à moins 50 et autres, ne nous mentons pas. Et la deuxième réponse, je dirais que c'est au niveau de l'UDECAM, donc plus du tout au niveau de Publicis Média. Mais la chose qu'on s'est faite, c'est qu'on s'est appelé tous les vendredis matins. Ça m'a empêché de faire du sport, ça s'est vu. Tous les vendredis matins à 8h, de 8h à 9h. Et tous les vendredis, pendant 14 semaines, on s'est tout dit. On n'était plus à se dire à un moment, on est compétiteurs et autres. On s'est dit, il faut sortir ensemble, plus fort. Il faut qu'à un moment, on ose, à un moment arrêter. On a pris des décisions de se dire, on ne fait pas de pitch. C'est une très lourde, on ne se rend pas compte ce que c'est cette décision de se dire à un moment, on ne fait pas de pitch pendant la crise, on ne s'attaque pas pendant la crise. On fera de la croissance plus tard et autres, mais on a pris cette décision ensemble. On s'est dit, lorsque un va prendre une décision sur le chômage partiel, on se dit tout pour être sûr que les autres prennent la même décision. On s'est dit à un moment, si je ferme, si je me mets, on parle de tout. On s'est dit, si un annonceur veut à un moment lancer un pitch, on se met d'accord, on dit non tous ensemble. Et ça, je pense qu'à un moment, on a eu une intelligence collective qu'on a réouverte après avec un call qui se passait tous les jeudis avec les médias, avec les annonceurs, avec les agences créatives. On a fait exactement la même chose. Donc comment on a été tout simplement, je dirais, la bonne idée qu'on a eue, c'est de se dire que peut-être en fait, en étant intelligent collectivement, on allait pouvoir s'en sortir. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on va pouvoir être intelligent en fait dans la suite? Est-ce que c'est toujours la même chose, hein? Est-ce que chasser le naturel, il revient au galop? J'en sais rien. Mais la bonne idée, je pense qu'on a eue à l'UDECAM, c'est de poser les armes et de se dire à un moment, on se dit tout, voire même on prend des décisions ensemble. Et que DGCCRF ait un moment sur les lois et les régulations françaises. Voilà. Pierre. Ouais, et c'était des très bons moments. Et c'est pour ça que je disais que la coopération, on a bien rigolé, mais et ça faisait du bien pendant ces périodes de crise, évidemment. Et je pense qu'on a réussi à créer quelque chose de nouveau et d'important pour nos métiers, pour nos talents. Et c'est vrai qu'on a tous protégé les talents, c'était très important. On a joué sur la proximité avec nos clients de l'autre côté, évidemment. Donc, je pense que c'est, moi, ma lueur d'espoir, cette faculté de l'être humain à coopérer. D'ailleurs, si on reprend l'histoire, Homo sapiens a dominé la planète. Vous le savez, c'est l'un de mes vieux fantasmes, ça. C'est la coopération. C'est pas parce qu'il était plus intelligent que d'autres espèces dominidées, c'est parce qu'il était capable de coopérer. J'aime oublier ça. Et donc là, face à ces crises, c'est notre coopération, tous ensemble, qui peut nous permettre de nous en sortir. Mais pour corroborer ce que tu dis, moi, ce qui m'inquiète un peu là pour l'année à venir, très clairement, c'est que ce que j'entends, moi, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup d'annonceurs qui disent « Ah ben, on va faire un pitch ». Alors quand on demande pourquoi, alors, ils disent « Ah bah parce qu'on n'en a pas fait cette année, donc on va en faire l'an prochain ». Super comme idée. Et la deuxième raison, c'est de dire « Ah bah parce que c'est la crise, donc il faut qu'on relance notre productivité, donc que ce soit encore moins cher ». Et donc là, par exemple, en ce moment-là, il y a des pitchs qui arrivent avec des tableaux Excel. Donc comme dans les années de Gilbert Gross, paix à son âme, avec donc des templates Excel où on doit donner l'économie que l'on va faire par rapport à l'agence qui gère le client, voilà. Et en 10 jours si possible, voire en 10 heures potentiellement. Donc, pour moi, ça, c'est totalement à courte vue. En plus, parce que je pense que ce paradigme est complètement mort et que les annonceurs ne se rendent pas compte à quel point tout le monde s'en fout. Ça ne marche plus comme ça. D'ailleurs, aujourd'hui, ce n'est plus mammouth écrase les prix, hein, nos métiers. C'est une stratégie média pertinente avec des outils de choix, de support, avec une vraie stratégie. Et ensuite, une négociation adaptée avec les médias. Je rappelle d'ailleurs que le digital, de toute façon, il n'y a pas de négociation parce que tout est des systèmes d'enchères. Et que justement, c'est l'un des points qu'on travaille, notamment, je regarde TF1, mais avec les autres, pour justement dans les médias dits traditionnels, avoir aussi ce type d'approche. La télé segmentée est déjà un premier exemple de ce que l'on va pouvoir faire, un mode d'achat qui va être complètement différencié, où la valeur n'est plus dans j'achète en gros et je revends au détail, qui je rappelle est illégal depuis 1993, mais où la valeur ajoutée est totalement différente. Elle est sur l'idée, sur la faculté à créer de la valeur et de la performance grâce à une bonne stratégie. Et c'est là-dessus qu'il faut qu'on arrive à ressortir par le haut. Pas uniquement sur des plans de productivité qui, pour moi, aujourd'hui, je vous le dis avec mon cœur, si j'étais annonceur, ça n'a plus aucune raison d'être. Ça n'a même plus aucun sens. Je vais économiser 3 millions parce que je vais écraser encore plus les médias. Mais refaire la même chose avec 3 millions de moins,
Ok, super, c'est bien dans un tableau Excel, mais est-ce que c'est ça le plus performant? J'en suis pas du tout persuadé. Dans la majorité des cas, il faut juste changer son mix média, appréhender les choses différemment et avoir une logique différente. Là aussi, les GAFA ont beaucoup à nous apprendre parce que eux ne subissent jamais ces pressions, parce que précisément, il n'y a pas de négociation. On va bientôt conclure. Tu voulais rajouter quelque chose sur ce que vous avez fait? Rajouter, non. Effectivement, on a tout fait pour garder le maximum de talent possible, même s'il y en a qui sont partis, parce que c'est la première source de notre redémarrage, de notre redécollage, et que la première façon de les rendre fiers et heureux de faire ce qu'ils font, c'est de refuser d'y aller sur les pitchs dont on parle. Et c'est ce qu'on a fait aussi, pour assurer un redémarrage meilleur pour nous, meilleur pour leur morale, et qui ne s'épuisent pas sur des trucs, des appels d'offres qui ne seraient orientés que là-dessus. Donc on a fait des choix forts. Même si on a des objectifs de croissance à atteindre, on a avant tout des objectifs de bonheur à rendre. Et c'est important pour sauvegarder leur emploi et leur qualité de vie, qu'on sache aussi dire non. Et effectivement, la communauté des agences s'est beaucoup plus parlé ces derniers temps grâce à cette crise, continue à le faire. Moi, je ne suis pas dans les grands calls de l'UDECAM, mais plutôt directement dans la commission trading. Donc même au niveau des traders, on continue à le faire, à s'échanger des trucs qui, quand moi j'étais président de l'UDECAM, c'était même pas envisageable qu'on le fasse. Et fuck la DGCCRF aussi, mais effectivement, la sortie et la reprise de valeur, elle passe par là, parce qu'on est aussi là pour protéger la valeur des médias. Allez, on doit conclure. Vous avez 15 secondes chacun pour nous donner une raison d'espérer en la reprise, une bonne nouvelle, un signe positif. Bonne nouvelle, c'est qu'on sera forcément en croissance l'année prochaine. Forcément. On ne sait pas de combien. L'autre bonne nouvelle, c'est la solidarité qu'on a soulignée depuis le début de cette conférence. C'est qu'on sortira durablement plus fort et ensemble, et un peu plus conscient des problèmes des uns et des autres. Vous avez été très dur sur la vision des annonceurs, sur la contribution des agences. Moi, je suis quand même un peu plus optimiste. Et je trouve que la valeur perçue, surtout quand on commence à leur dire non, la valeur perçue, dans leurs yeux, s'est améliorée. Et c'est forcément meilleur pour la survie, voire pour le gain de notre profession. 15 secondes, Pierre. Parce que je parle trop. Bah non, je vais être très rapide. Justement, c'est l'optimisme, c'est l'énergie qu'on a tous ici. C'est ça, moi, qui fait que je me lève le matin. On a la pêche, on veut s'en sortir. Et point très important, jamais le monde n'a eu autant besoin de communiquer. C'est une réalité. Tout le monde l'appelle de ses voeux. On doit communiquer, on veut communiquer. Il y a toujours plus d'outils. Donc nos métiers, on doit juste évidemment changer, évoluer. Mais le fond de nos métiers reste plus que jamais fondamental pour la suite. Moi, l'espoir aussi, il est du fait qu'on a constaté un petit peu par l'absurde, mais que la publicité avait un impact. Elle avait un impact. Et d'ailleurs, elle a tellement d'impact qu'on veut la couper. Donc c'est qu'elle a un impact. Donc si la publicité a un impact, et que les marques ont envie de se développer, utiliser davantage la communication et la publicité. Et enfin, en 15 secondes, effectivement, je dirais... je suis très optimiste parce qu'on n'a jamais vu autant d'utilité et de contribution de nos métiers. C'est pour ça qu'on est si enragé sur la loi Orphelin, l'ex-loi Orphelin. C'est pour ça qu'on est si enragé sur de démontrer notre utilité face à la Convention citoyenne. Donc le seul, je dirais, pour moi, la grande lueur d'espoir, c'est il faut garder l'intelligence collective qu'on a eue tous ensemble. On n'a jamais aussi bien discuté avec les annonceurs, et vraiment, il faut leur en remercier pendant cette crise. On n'a jamais aussi bien discuté avec les agences créatives, discuté avec les médias. Donc on a compris que collectivement, on avait un rôle à jouer. Ça serait bien que le 1er janvier, juste, on ne s'oppose plus dans nos rôles. On continue à construire et qu'on s'écoute. Et pour ça, les États généraux, j'espère, vont vraiment apporter des réponses. Donc voilà, donc je suis optimiste parce qu'on s'est donné des rendez-vous, on attend des actes forts, une charte fondamentale. Et puis espérons que le 1er janvier, on soit tous sur cette charte fondamentale et pas remplir les tableurs Excel que Pierre vient de nous décrire. Espérons. Merci à tous les quatre. Merci à tous les intervenants. Et rendez-vous l'année prochaine pour des chiffres positifs. Fred, un petit mot pour conclure. Merci. Merci, messieurs. Je pense que...
Tout le monde sera d'accord avec moi pour dire qu'il s'agit certainement de l'adforecast le plus tranché que nous ayons jamais eu. La situation l'oblige. Ce débat était passionnant. Je pense qu'on a entendu des choses qu'effectivement on n'avait jamais entendues dans ce genre d'assemblée, et j'en suis évidemment ravi. Je veux remercier, comme d'habitude, toutes les équipes, Emmanuel, tout le monde, d'avoir participé. Vous imaginez à quel point c'est pas absolument évident de monter des événements comme ça en ce moment. Hier, en lisant les infos, je ne comprenais plus si j'avais le droit de le faire ou pas. Donc je me suis dit, puisque je comprends pas, on va continuer. Voilà. Il y a peut-être les flics en dehors. Voilà. Si ça se trouve, il n'y a pas d'espions de la DGCCRF ici, donc tout va bien. En tout cas, voilà, ça montre à quel point, justement, par l'exemple, les médias sont importants dans notre monde. CB News, c'est son rôle, essaye d'animer et de faire circuler l'information plus que jamais. On l'a fait pendant le confinement, on le fait encore aujourd'hui, on le fera demain. On le fera demain au Retail Morning, c'est dans un petit peu moins d'un mois. Ne me demandez pas si vous serez assis, combien vous serez et où vous serez, mais on le fera. Voilà. Et puis ensuite, on fera le Paris Luxury Summit. J'en sais encore moins rien. Il y a un truc sur lequel tout le monde a été d'accord sur cette scène, c'est que le brouillard est épais. Mais l'essentiel, en réalité, quand il y a du brouillard, c'est de continuer à avancer. Voilà. Merci beaucoup et bonne soirée.